Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui en personne après quelques années de pandémie ou de quelques événements dont nous parlerons rapidement aujourd'hui pour venir parler de cette conférence, donc Apprendre à explorer le futur, un dialogue prospectif. Donc, un sujet qui peut parfois, un thème, en fait, ou un titre qui peut qui peut étonner ou laisser songeur, donc explorer le futur, dialogue prospectif. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui, on n'est pas ici pour vous parler, en fait, de futurologie ou sortir une boule de cristal en cette fin de conférence. Au contraire, on est ici, comme le disait l'introduction, pour vous initier ou vous familiariser davantage à une méthode bien établie, mais relativement peu utilisée, qui s'appelle la prospective, donc qui vise à mieux identifier et comprendre des scénarios futurs pouvant affecter les organisations. Car aujourd'hui, dans le secteur bioalimentaire au Québec, les organisations de petite ou grande taille, des fermes, donc l'ensemble des maillons, incluant les gouvernements, disposent de planification stratégique souvent qui couvrent un horizon de 3 à 5 ans. Mais un des éléments qui, ce que les dernières années donc, nous ont appris, c'est évidemment que les événements qu'on peut juger imprévisibles peuvent survenir rapidement et provenir de directions multiples, ce qui peut avoir pour conséquence de créer des situations ou des scénarios inédits avec des conséquences significatives pour nos organisations. Donc, pour s'en convaincre, il suffit de revenir quelques trimestres seulement en arrière. Donc, on peut calculer uniquement 10 à 12 trimestres, ce qui est très peu à l'échelle d'une organisation, pour se dire quels étaient en fait les risques perçus à l'échelle internationale ou quelles étaient les préoccupations qui nous gardaient éveillés et qui étaient intégrées à nos planifications stratégiques à l'échelle que ce soit nationale ou internationale. Eh bien, pour s'en rappeler, il suffit de revenir peut-être à ce que les experts en analyse de risque à l'échelle globale et des grands décideurs, en fait, ont répondu au sondage du Forum économique mondial. Vous connaissez peut-être le WEF, le World Economic Forum, qui à chaque année publie un Global Risk Report qui fait état des principaux risques pouvant affecter le fonctionnement de l'économie mondiale. Eh bien, en janvier 2020, donc sur la base de résultats et d'une analyse des tendances en 2019, les 5 principaux risques identifiés par ces experts à l'échelle internationale étaient de nature environnementale. Donc, on peut penser à des risques climatiques, des conséquences de catastrophes naturelles et ainsi de suite. Et on voit qu'entre 2017 et 2020, la tendance va au vert. Donc, ce qui préoccupe les gens, donc les phénomènes, les situations probables pouvant affecter l'économie mondiale, portent essentiellement, pas seulement, mais en grande partie sur des préoccupations de nature environnementale. Et de fait, lorsqu'on s'intéresse, on se rappelle ce qui faisait les manchettes en 2019-2020, c'était en grande partie des catastrophes naturelles. On n'a qu'à se rappeler, par exemple, les feux en Australie, les feux en Amazonie, où Macron rappelait que la maison brûle et on ne fait rien. Par chance, on a agi depuis. Et donc, il y a également certains événements climatiques incluant les glaciers. Donc, on se rappellera par son petit nom, le glacier de l'Apocalypse, une plaque de glace qui s'est détachée de l'Antarctique de la taille plus grande, donc du Royaume-Uni, de la taille environ de la Floride qui se détachait. C'était les événements qui nous préoccupaient dans les médias en 2019 et 2020. Évidemment, entre-temps, il s'est passé quelques petits événements anodins, incluant des pandémies, des événements perturbateurs des chaînes d'approvisionnement, des soulèvements populaires dans des capitales des pays occidentalisés, et ainsi de suite. Et plus récemment, un conflit mondial, désolé pour déparler, un conflit aux portes de l'Europe, mais avec des conséquences malgré tout mondiales. Donc, ceci rappelle en fait l'importance de réfléchir aujourd'hui, plus que jamais, à réfléchir différemment le futur, à porter un regard différent sur le futur. Et à cet égard, ici, on a une introduction qui est un peu à l'échelle globale et internationale, mais la réalité est tout à fait valable ou applicable au contexte bioalimentaire québécois. Donc, peut-être quelques semaines avant l'événement d'aujourd'hui, vous avez été invité à participer à un court sondage en ligne, donc qui a circulé dans l'infolettre ou les invitations du CRAC, et qui vous invitait à évaluer la probabilité que certaines situations surviennent à l'avenir, donc une dizaine de situations qui ont trait à des avenirs possibles, des scénarios possibles, donc touchant le secteur bioalimentaire au Québec, au Canada. À l'écran, ici, on a repris les résultats pour 3 des 10 situations qui avaient été évaluées. Il y a environ plus de 100 participants qui ont répondu. On vous en remercie. Et ce qu'on constate, puis je n'ai pas le temps aujourd'hui de commenter les résultats, ils seront partagés après l'événement d'aujourd'hui. Mais ce qu'on constate, c'est que les répondants ont porté des regards différents à des situations différentes.
Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que pour une même situation, on a des gens qui ont porté un regard sur la probabilité que ce scénario survienne différent. Et en fonction du scénario, on voit également des tendances assez variables. Donc, parfois, on dit oui, oui, c'est très, très probable. Parfois, on dit non, c'est pas du tout probable. Ou quelquefois, on voit que c'est assez bien distribué, on n'est pas tout à fait certain. Ce que ça met en évidence, ce genre de résultat-là, c'est qu'en portant un regard différent sur le futur, eh bien, on prend aujourd'hui des décisions dans nos planifications qui vont avoir des incidences sur nos organisations demain en fonction de si le scénario survient ou pas. Et donc, cette situation-là d'adopter une lecture différente des scénarios possibles est essentielle plus que jamais aujourd'hui pour s'adapter donc à un écosystème changeant rapidement et avec des moteurs de changement provenant de multiples directions. Et c'est pour ça que la prospective est si importante. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser à l'instant la parole à notre collaborateur Stéphane qui va nous présenter, nous introduire à la méthodologie de la prospective et nous présenter... Oh, Pierre-Olivier, en fait, l'un de vous. Donc, en fait, à nos collaborateurs chez Horizon Canada, qui sont tous deux excellents, pour présenter la méthodologie et également nous présenter quelques résultats de leurs travaux récents sur les technologies et ce qui va nous mener à un dialogue avec mon collègue Bertrand sur les implications pour le secteur bioalimentaire québécois. Alors, sans plus tarder, Pierre-Olivier. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Olivier Desmarchais. J'aimerais en profiter d'entrée de jeu pour remercier les organisateurs de cette conférence et plus particulièrement le Jacques Leblanc pour l'invitation, ainsi que Jean-Michel et Bertrand pour avoir accepté de collaborer avec Stéphane et moi-même sur cette présentation. Donc, Horizon Politique Canada, c'est quoi? En fait, nous sommes un groupe de réflexion en prospective au sein du gouvernement fédéral. On existe depuis 2008 et notre mandat principal est d'effectuer des études prospectives afin d'informer nos collègues au sein de la fonction publique fédérale des changements qui pourraient survenir au cours des 10 à 15 prochaines années et des implications potentielles de ces changements sur le Canada et les politiques actuelles. Donc, nous ne faisons pas de recommandations politiques aux décideurs. Nous sommes plutôt, en fait, une organisation, je dirais, de renseignement sur le futur. Nous avons un mandat interministériel en ce sens que nos recherches en prospective ne sont pas exclusivement associées au mandat d'un seul et unique ministère et nous sommes gouvernés par un comité de sous-ministres. Des exemples de projets de prospective à Horizon. Donc, présentement, mon collègue Stéphane dirige les travaux sur le futur de la valeur et c'est l'objet, en fait, de la présentation d'aujourd'hui. Pour ma part, je travaille sur la convergence bionumérique. Nous avons également une équipe à Horizon dans le domaine des changements au niveau sociaux, donc qui travaille sur l'avenir de la création de sens et des connexions sociales. Nous avons également passé beaucoup de temps au cours des 2 dernières années à travailler, par exemple, sur des scénarios en lien avec la COVID-19 et qu'est-ce qui pourrait arriver à moyen terme. Alors, qu'est-ce que la prospective? Prochaine diapositive. Alors, en gros, la prospective, c'est l'exploration de ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est une approche systémique qui permet de mieux comprendre comment un système à l'étude, comme par exemple l'énergie, le travail et l'agroalimentaire, pourrait évoluer dans l'avenir. Évidemment, c'est très important de mentionner que l'objectif de la prospective n'est pas de prédire le futur. En fait, on reconnaît qu'il est impossible de connaître en détail ce qui va se passer exactement en 2035. Avec la prospective, on cherche à comprendre et à envisager des futurs multiples et plausibles. Et pour y arriver, nous identifions par exemple des signaux faibles qui sont des changements, des innovations, que ce soit dans le domaine technologique, mais également au niveau de la gouvernance ou au niveau social, au niveau économique. Et il faut que ces changements-là, en fait, soient récents et qu'ils pourraient avoir des conséquences importantes au cours des 10 à 15 prochaines années. Et ça, c'est l'espace-temps, en fait, sur lequel on travaille à Horizon. Donc, en fait, vous avez peut-être déjà vu des études prospectives sur 2050. Il y en a plusieurs à ce niveau-là là, dans le terme des changements climatiques. Mais pour notre part, nous autres, c'est vraiment 10 à 15 ans. Puis, en fait, étant donné qu'on fait de la prospective aussi au sein de la fonction publique, pour le gouvernement, 10 à 15 ans, c'est une éternité.
Donc, on utilise aussi des scénarios pour évaluer comment les signaux faibles pourraient évoluer de différentes manières dans le futur. Et finalement, cet aperçu-là du futur nous permet de définir, si on veut, les opportunités et les défis au niveau politique qui pourraient apparaître. Donc, en résumé, la prospective permet aux décideurs de se projeter dans le futur, d'avoir une discussion évidemment sur l'incertitude, étant donné que le futur est incertain, d'anticiper certains changements à venir et également de planifier, si on veut, la période de transformation si cela est nécessaire. Alors, sur cela, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Stéphane. Merci Pierre-Olivier. Et est-ce que tu peux avancer 2 diapositives, s'il vous plaît, après celui-là? OK. Merci Pierre-Olivier. Je m'appelle Stephen Christensen et je suis analyste principal en prospective à Horizon Politique Canada dans l'équipe de prospective économique. Dans notre étude sur l'avenir de la valeur, nous avons examiné l'influence de plusieurs technologies sur l'économie et les marchés du travail. Les technologies ne sont pas les seuls moteurs de changement qui comptent pour un système, mais elles ont tendance à évoluer plus rapidement que les autres changements. Les technologies introduisent souvent des surprises politiques dans d'autres systèmes. Nous avons classé une liste de 20 000 tâches effectuées dans toutes les professions de l'économie américaine en 14 activités humaines de base, chacune présentant le même schéma de rareté. Voici une matrice d'évaluation de l'incidence technologique qu'on a construite pour évaluer les impacts des technologies sur les activités humaines de base. Les impacts faibles en jaune, les impacts moyens en rose et les impacts forts en rouge. Le système agroalimentaire se retrouve non seulement dans l'activité agriculture, mais se présente aussi dans l'utilisation d'objets, la distribution et le transport, l'acquisition d'informations, la production et le transfert de connaissances, la transformation et les expériences. Aujourd'hui, on va vous parler de l'automatisation, la réalité mixte et la téléprésence et de la bionumérique. Prochaine diapo. Voici le Mine of the Future de Rio Tinto à Pilbara. Ça comprend un système de transport automatisé composé d'énormes camions de transport avec une capacité de 240 tonnes chacun. Ils sont tous automatisés, suivis des opérations à Perth, en Australie, à 2400 km du mine. Auparavant, avec les camions de transport manuels, il avait besoin de 9 camions et 38 opérateurs. Les coûts salariaux et non salariaux étaient environ 9 millions de dollars par année, c'est-à-dire 238 000 dollars par opérateur. Un coût hausse à cause de le travail sur site dans une mine éloignée. Maintenant, il a besoin de seulement 7 camions de transport autonome avec 4,2 opérateurs. Le salaire total comprend 720 000 dollars par an, ce qui fait 170 000 dollars chacun, et les opérateurs travaillent à distance dans une ville. Prochaine diapo. J'aimerais vous parler de la réalité mixte et de la téléprésence. La technologie de la réalité mixte permet aux objets physiques et numériques d'exister et d'interagir en temps réel. En combinant des éléments de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, les objets numériques sont ancrés dans un environnement réel et peuvent interagir avec le monde réel. Elle est généralement utilisée avec un casque tel que Magic Leap ou un Microsoft HoloLens. Vous pouvez voir à travers ces casques, et ce qui permet une réalité mixte. Kruger utilise ces casques ici au Québec pour donner des informations contextuelles dans le champ de vision et pour décomposer les tâches des travailleurs grâce à un guide interactif d'assistance. De plus, il y a plusieurs caméras numériques dans le casque. Cela permet d'utiliser des IA de vision artificielle pour identifier des objets dans votre champ de vision ou, comme avec l'holoportation de Microsoft, de projeter un avatar photoréaliste d'une collègue en temps réel. Un expert peut également vous assister à distance en temps réel en voyant ce que vous voyez. Dans le domaine de l'agriculture, nous pourrions voir ces caméras utilisées pour présenter un affichage tête haute capable d'identifier les phases du cycle de culture, des mauvaises herbes
et des maladies dans vos lunettes. Nous pourrions également voir des systèmes de téléexpertise en place, permettant de la consultation et de la formation à distance sur la ferme. Prochain diapo. L'effet de la téléprésence met en deux personnes ce qui était auparavant dans une seule. Elle divise la connaissance et la capacité. La connaissance dans une personne et la capacité dans une autre. Prochain diapo. Cela permet le modèle 1 à plusieurs. Un expert au service de nombreux travailleurs. Prochain diapo. De l'autre côté, un travailleur pourrait avoir accès à de plusieurs experts. Les experts à distance peuvent avoir accès à des programmes d'IA fonctionnant à distance dans vos lunettes ou de leur côté, ce qui permet de bénéficier des avantages de la collaboration avec les technologies avancées sur place. Ces lunettes de réalité mixte sont prévues pour un déploiement entre 2022 et 2025. Prochain diapo. Ensemble, on peut voir que l'IA et la téléprésence pourraient réduire la pénurie de travailleurs du savoir. Prochain diapo. On pourrait aussi voir un déclin de la rareté de l'expertise. Le travail en commun avec l'IA pourrait jouer un rôle important dans l'amélioration des résultats de travail axés sur le savoir. L'IA peut améliorer la quantité et la qualité du savoir-faire à travers les secteurs. Et l'IA peut même créer des travailleurs du savoir à coût marginal presque nul. Cet effet s'applique aussi aux emplois de savoir hautement qualifiés. Prochain diapo. David Oula détient le record de rendement de maïs, année après année. Il utilise un foule d'astuces technologiques et agronomiques pour améliorer ses rendements. Il plante les petits grains, le soya à double récolte et le maïs en rotation. Il utilise un système hybride qu'il connaît bien, le Pioneer P1197. Il utilise un système d'engrais de démarrage. Il échantillonne le sol de chaque champ dans les grilles de 1 acre. Il effectue une correction de pH par chaud avant le semis. Il fait une application de potasse, de l'azote, de soufre, de MAP et des micronutriments dans une bande de 7 pouces à taux variable. Il utilise un vaste ensemble de données sur ses récoltes pour optimiser ses champs d'une année à la prochaine. Et il est véritablement une scientifique de maïs. Le David Oula de 2020 fait tout ce travail pour le défi, pour l'amour de la récolte. La parcelle de 616 boisseaux lui coûte environ 1700 $ l'acre, rentable à ce qui est supérieur à 2,75 $ de maïs. Mais elle demande une attention particulière. David Oula nous dit: nous n'avons pas un morceau de terre magique. Nous avons reproduit notre succès sur de nombreuses parcelles, irriguées par 5 pivots différents dans 2 comtés différents. Nous avons un système qui a pu être reproduit et, pour moi, c'est probablement la chose la plus gratifiante que nous ayons faite. Est-ce que la David Oula de 2030 arrive à travers de vos lunettes de réalité augmentée? L'IA de David Oula sera-t-elle dans votre tracteur ou dans vos lunettes? Les idées que David Oula apporte pour augmenter les rendements seront-elles appliquées à d'autres cultures, s'il agisse de bleuets, de soya ou de canneberge? Et merci, je redonne la parole à Pierre-Olivier. Merci, Steph. Donc, prochaine diapositive. Alors, dans le cadre de nos recherches sur la convergence bionumérique, on a identifié les biofonderies comme étant un moteur de changement. Alors, c'est quoi ça, une biofonderie? Alors, contrairement aux fonderies qui fondent ou remodèlent le métal et qui ont permis à plusieurs économies de s'industrialiser, les biofonderies permettent de concevoir ou de modifier des micro-organismes présents dans la nature à des fins utiles. Ce sont des laboratoires ou des plateformes de recherche automatisées intelligentes.
où on a intégré des technologies numériques comme la robotisation afin d'optimiser plusieurs manipulations sans interruption. On a également intégré l'intelligence artificielle qui peut faire des suggestions et des analyses sur des modifications génétiques et connectées sur des bases de données complexes. Il y a également des logiciels, en fait, qui soutiennent la construction des organismes biologiques. Et le tout, bien évidemment, est connecté à l'Internet, ce qui permet d'avoir un laboratoire dans l'info nuagique. Alors, vous avez également, dans certains autres cas, d'autres technologies numériques comme l'imprimante 3D ou la bioimpression qui peuvent s'ajouter. La raison pour laquelle on a identifié les biofonderies comme étant un moteur de changement, c'est qu'à l'origine, si on retourne dans le passé, la biologie synthétique était vue comme une forme d'art, en fait, où les expérimentations exigeaient plusieurs manipulations manuelles de la part des chercheurs à beaucoup de temps. Donc, le développement de technologies numériques, spécialement pour la recherche dans le cadre de la biologie synthétique, permettent d'augmenter la rapidité avec laquelle le génie génétique peut concevoir ou modifier, par exemple, des levures ou des bactéries. Aujourd'hui, plus de 40 pays dans le monde ont adopté une stratégie nationale pour mettre sur pied et développer la bioéconomie. Et parmi les secteurs clés identifiés, on retrouve dans la plupart de ces stratégies la biologie synthétique ou le génie génétique comme étant stratégique pour assurer la compétitivité d'un point de vue scientifique et économique. Donc, pour plusieurs pays, ces biofonderies pourraient rapidement devenir, au cours des prochaines années, une infrastructure stratégique en lien avec la bioéconomie. Et également, ça pourrait devenir une pierre angulaire de nouvelles découvertes. Prochaine diapositive. Donc, des exemples d'application de la biologie synthétique. Alors, sur la diapositive à gauche, là, depuis plus de 10 ans, en fait, il y a eu de nombreux projets de recherche qui ont été entrepris afin de produire du biocarburant à partir de microalgues, ce qui est en fait la 3e ou la 4e génération de biocarburant. Puis l'enjeu est énorme parce que les biocarburants pourraient être utilisés afin d'alimenter des transports lourds comme les avions. Puis même si on est capable de produire en fait des biocarburants à partir de microalgues, le procédé est encore trop coûteux et non compétitif vis-à-vis des combustibles fossiles. Alors, même si aujourd'hui on poursuit à l'aide de la biologie synthétique les recherches dans ce domaine, on remarque aussi en même temps que les nouveaux projets de recherche, on intègre énormément l'intelligence artificielle dans l'équation afin d'optimiser l'ensemble du processus de production. Ensuite, le cannabis, on le cultive à l'extérieur ou en serre, mais ce qui a de la valeur dans cette plante, ce sont deux substances, soit le THC et le CBD. Donc, il y a des chercheurs en Californie qui ont transféré des gènes d'un plant de cannabis dans un type de levure utilisée dans le brassage de bière afin qu'elle produise lors de la fermentation les deux substances. Et d'ailleurs, il y a une entreprise à Montréal qui travaille sur un projet similaire à l'aide de la biologie synthétique. Dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est la biologie synthétique qui a permis de produire sans doute un des ingrédients forts, si on veut, dans la production de simili-produits de viande à base de protéines végétales, soit les hémoglobines de soya. Et ça a été fait à partir d'une levure génétiquement modifiée qui contient la séquence ADN du soya permettant de produire la protéine. Donc, c'est cet ingrédient qui donne l'apparence et le goût à ce type de produit qui, en fait, ressemble d'une certaine manière à la viande du bœuf haché. Prochaine diapositive. Donc, quel secteur appartient les biofonderies? Normalement, chaque secteur économique va développer ses propres technologies. Est-ce que c'est une technologie, la biofonderie, pour le secteur de la santé, l'agroalimentaire, les matériaux, de l'énergie? Je pose la question parce qu'en fait, le génie génétique ou la biologie synthétique peut être utilisée pour développer des bioalternatives dans plusieurs secteurs. Mais ce qui est intéressant avec la biofonderie, c'est qu'en tant que plateforme de construction biologique, vous pouvez l'utiliser pour développer des solutions dans tous ces secteurs-là. Donc, une grande partie de la valeur réside dans l'optimisation et la maîtrise des technologies utilisées sur la plateforme.
Et par maîtrise, évidemment, je parle aussi de l'expertise humaine qui est derrière tout ça. Une des plus grandes biofonderies au monde dans le secteur privé, c'est l'américaine Ginkgo Bioworks. Et c'est intéressant de voir comment, à partir de leur plateforme, cette organisation est en mesure de développer des produits dans différents secteurs et d'entrer en compétition avec différentes entreprises. D'ailleurs, au début de la pandémie, si on revient il y a 2 ans, ils avaient été très rapides à proposer à l'ensemble des chercheurs, la communauté internationale, d'utiliser leur biofonderie pour développer des thérapies contre la COVID ou des solutions de détection. Et évidemment, Ginkgo n'était pas, en fait, à cette époque-là, si on veut, dans le domaine là, pharmaceutique ou de la santé. Donc, sur cela, je retourne la parole à Jean-Michel. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas pour vous, mais c'est juste ces 3 exemples de technologie-là donnent un peu le vertige. Donc, on peut uniquement imaginer ce que ça peut représenter en termes de conséquences ou d'implications lorsqu'ils vont être mis en marché plus largement. Puis, on voit bien ici là, que ce n'est pas de la science-fiction, mais ce sont des technologies qui existent, qui encore pourraient être mises à l'échelle dans quelques années, d'ici quelques années. Donc, les questions qui se posent naturellement, c'est quelles sont les implications de ces exemples-là de technologies pour le secteur bioalimentaire québécois? Et pour répondre à ces questions, je vais me tourner vers mon collègue Bertrand Montel, qui, en fait, a eu la chance de réfléchir à ces questions pour voir quels scénarios ces technologies permettent-elles d'envisager au Québec et quelles sont les implications possibles au sens large. Donc, je vais donner la parole à Bertrand pour qu'il partage ses réflexions. Merci Jean-Michel. Donc, en fait, là, la question qui nous avait été posée, c'est finalement avec ces nouvelles technologies, qu'est-ce que ça nous permet d'imaginer comme futur? Donc là encore, ce n'est pas de la prédiction, c'est finalement de se poser la question, ces technologies existent et qu'est-ce qu'elles permettent d'imaginer pour le secteur bioalimentaire? Puis, à travers les différentes discussions qu'on a eues, il y a 2 éléments qui m'ont interpellé plus que les autres. En fait, c'est les questions qu'elles soulèvent par rapport au capital naturel et au capital humain qui sont requis pour produire des aliments. Et en fait, quand on y réfléchit, puis qu'on laisse un peu aller son imagination, on peut imaginer des scénarios assez inédits quant à la manière de produire des aliments et des ingrédients alimentaires à partir de ces technologies. Donc pour commencer, en fait, c'est le cas des biofonderies. On peut imaginer une artificialisation, en fait, très poussée de la production, notamment d'ingrédients alimentaires. On l'a vu à travers certains des exemples. Et quand on parle de cette artificialisation, on voit qu'il pourrait y avoir une rupture du lien de la production alimentaire par rapport au territoire, à l'espace. Et ça, c'est quelque part un des scénarios qu'on peut imaginer. C'est qu'une partie de la production alimentaire se fasse en ville, dans des bâtiments, avec une sortie des territoires ruraux d'une partie de la production alimentaire. Donc ça, c'est clair que ça va remettre, ça a des implications sur tout un tas d'acteurs, et ça pose aussi de nouvelles questions sur finalement où se trouve la valeur et par exemple, où se trouve la valeur des terres agricoles aujourd'hui. La valeur des terres agricoles, elle est essentiellement liée encore pour la plupart des acteurs économiques dans leur valeur productive. Si une partie de la production peut être artificialisée et sortie du territoire agricole actuel, on peut imaginer que d'autres éléments, d'autres déterminants de la valeur des terres agricoles vont pouvoir prendre un peu le précédent et permettre d'imaginer une utilisation du territoire pour leur valeur, par exemple paysagère, pour leur valeur en tant que puits de carbone ou encore de refuge de biodiversité. Et si on imagine que ça est possible pour une partie des terres agricoles, ça suppose d'imaginer de nouveaux modes de gestion, de nouveaux modes de relations entre acteurs autour de cette nouvelle utilisation des terres agricoles. Tout ça, ce n'est pas pour dire que c'est la fin de l'agriculture des champs, mais que ça laisse la possibilité qu'une partie de l'agriculture aujourd'hui soit redirigée vers des centres urbains en milieu totalement artificialisé, à travers les biofonderies, mais aussi les fermes verticales. Une autre question que ça pose pour moi, c'est celle de finalement
qui détient cette valeur? Aujourd'hui, les terres agricoles, elles sont partagées. La valeur des terres agricoles est partagée à travers des dizaines de milliers de propriétaires agricoles à travers le Canada, à travers le Québec. Dans le cas des biofonderies, quand on voit un peu le modèle d'affaires et ce qu'il y a derrière, finalement, l'essentiel de la valeur réside dans la propriété intellectuelle des processus de bioingénierie. Et en lisant récemment un peu, on a tous entendu parler de la pénurie des microprocesseurs. Puis, quand on voit comment est construite l'industrie des microprocesseurs, il y a très peu d'acteurs qui possèdent l'expertise des plateformes qui permettent de produire des microprocesseurs. Et c'est sûr que le risque avec les biofonderies, c'est qu'un nombre limité d'acteurs contrôle et possède toute la valeur de l'intelligence, enfin de la valeur de la propriété intellectuelle et contrôle finalement l'essentiel de cette valeur-là, donc des enjeux en termes de répartition de la valeur entre les différents acteurs et probablement de contrôle de pouvoir de marché derrière. Une chose aussi qui est intéressante, c'est en termes de gestion, c'est de manière plus macro, c'est qu'aujourd'hui, on va dire les risques dominants pour la production agricole, c'est les risques climatiques et les risques, on va dire, sanitaires, phytosanitaires, pour des risques qui sont très importants. Avec les biofonderies, quelque part, le risque il passe de ces risques agroécologiques à un risque technologique, et on peut penser à la cybersécurité et au risque de cyberattaque par rapport comme étant un des risques déterminants, puisque, comme l'a précisé Pierre-Olivier, ces technologies-là reposent sur l'info nuagique et donc avec des risques accrus de hacking, par exemple. Donc, ça reste aujourd'hui des technologies qui sont très, très à la marge de la production alimentaire. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de production à échelle commerciale utilisant ces technologies. Par contre, il y a un exemple qui serait à suivre, c'est ce qui se passe à Singapour. Donc Singapour, c'est une ville-État qui a 5 millions d'habitants, une superficie un peu moins de 2 fois l'île de Montréal. Donc quelque part, ce n'est pas quelque chose qui est totalement étranger à ce qu'on pourrait connaître ici au Québec. Et aujourd'hui, Singapour, comme État, dépend à 90% pour son approvisionnement alimentaire des importations. Et en 2019-2020, ils ont lancé une politique alimentaire qu'ils appellent 30 par 30, qui vise à assurer 30% d'auto-approvisionnement d'ici 2030. Et cet auto-approvisionnement, ils le bâtissent autour des fermes verticales et de la production en milieu artificiel de fruits et de légumes, mais aussi avec l'intention de produire une partie de leur approvisionnement en protéines de manière synthétique. Donc ça a été le premier pays à autoriser la commercialisation de viande de culture. Donc c'est vraiment intéressant de voir, on a finalement un laboratoire vivant de ce qu'il est possible de voir émerger à partir de ces technologies pour un système alimentaire, on va dire, à l'échelle commerciale ou à taille réelle, à grandeur. Donc ça, je pense que c'est un exemple qu'il faut suivre pour avoir un peu une idée du rythme du changement autour de ces technologies. L'autre point qui questionne, c'est bien sûr le rapport au capital humain avec la robotisation intelligente basée sur l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle et la téléprésence. En fait, ces technologies-là sont déjà quand même relativement présentes dans le monde agricole. Il y a plusieurs entreprises, peut-être considérées comme des startups, mais qui proposent des solutions qui peuvent être déjà utilisées en situation réelle. Une entreprise française qui s'appelle, je ne voudrais pas me tromper, mais Octopus Biosafety propose un robot et un algorithme d'intelligence artificielle pour la gestion complète d'un poulailler de poulets de chair. Donc, à la fois un robot qui assure la surveillance sanitaire, le contrôle de l'atmosphère dans le poulailler, qui assure le nettoyage des bâtiments. Traptic, une entreprise en Californie, a développé un robot de ramassage de récoltes de fraises qu'il a implanté dans 5 fermes commerciales. Aujourd'hui, le robot marche en tandem, fonctionne en tandem avec les travailleurs sur les fermes. Mais on peut se poser la question, finalement, comme c'est aussi un robot basé sur l'intelligence artificielle,
quand les algorithmes d'apprentissage auront fait leur travail avec les travailleurs qui travaillent en tandem avec les robots, la question est de se poser, est-ce qu'ils auront encore besoin des travailleurs ou est-ce que les robots pourront faire le travail par eux-mêmes? Dans le secteur de la transformation, l'abattage de porcs et de volailles utilise déjà des robots de désossage et de découpe. Et en faisant une petite revue rapide de la littérature récente sur ces questions, on constate qu'il y a de l'implantation commerciale et que ces robots sont de plus en plus sophistiqués dans le type de découpe qu'ils sont capables de faire. Donc là aussi, on voit que ces technologies, en fait, elles vont répondre, c'est certain, à l'enjeu du besoin de la pénurie de main-d'œuvre. Donc ça offre des possibilités de surmonter l'obstacle de la qualification et la disponibilité de la main-d'œuvre dans ces industries. L'autre chose qui est intéressante avec la téléprésence, c'est la possibilité d'avoir accès à des experts qui sont situés loin de là où l'expertise est requise. Puis pour une province comme le Québec, où on a certaines régions agricoles qui sont relativement éloignées des centres et qui connaissent une pénurie soit de vétérinaires, soit d'agronomes spécialisés, il est clair que ces technologies-là permettent d'offrir aux producteurs de ces régions l'accès à l'expertise dont ils ont besoin et augmente la probabilité que ces personnes puissent continuer en affaires en ayant accès à cette expertise. En même temps, l'autre chose qui est intéressante avec la téléprésence et que ça permet d'imaginer, c'est aussi avoir accès à l'expertise au Québec qui est présente au Québec, mais pas accessible en région éloignée. Mais ça permet aussi, quand on pense à l'introduction de nouvelles productions agricoles au Québec, d'avoir accès à de l'expertise qui va être située dans les régions, par exemple, où on a développé l'expertise dans la production, par exemple, de quinoa et qui n'est pas présente du tout au Québec, ou des cultures émergentes qui sont, on va dire, moins émergentes et où on a une base d'expertise plus solide ailleurs, de ramener cette expertise de manière beaucoup plus interactive et en temps réel et pertinente dans le contexte québécois, avec vraiment un lien entre ce qui se passe réellement sur le terrain au Québec et une expertise qui est située ailleurs. Mais de la même manière, ça donne la possibilité à l'expertise québécoise de s'exporter ailleurs pour d'autres productions où on aurait une expertise particulière. Donc ça, c'est des scénarios que ça permet. Et quelque part, là, les travaux d'Horizon Canada partaient sur finalement comment ces technologies questionnent la migration de la valeur au niveau économique. Et là, on voit que ça permet d'imaginer une migration de la valeur du savoir et finalement de redonner une valeur au savoir et au savoir-faire des producteurs agricoles. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, à ce stade-là, j'aurais une question pour Pierre-Olivier et Stéphane. Vous avez travaillé dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'énergie. Et j'aimerais savoir quels sont les points à surveiller pour anticiper un point de basculement technologique. Là, finalement, quelles sont les choses à surveiller pour anticiper un point de basculement technologique? Merci Bertrand. Alors, de mon part, je voudrais m'intéresser à deux choses qui vont dans le même sens. La première est la prolifération de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Les IA d'apprentissage profond sont vraiment étonnantes et elles permettent une communication, une transcription et une traduction beaucoup plus efficaces. Les nouveaux IA peuvent même rédiger un contenu viable à partir de quelques exemples fournis par l'utilisateur. Dans les systèmes de vision, elles peuvent identifier en moins de secondes à laquelle de 300 races de chiens appartient un chien donné. Le même système de vision est utilisé par YouTube pour observer la bouche des orateurs pendant qu'ils parlent afin de transcrire parfaitement le texte. Nous allons nous tous habitués à un monde imprégné d'IA. J'en viens à mon deuxième point, les données et la façon dont elles vont changer à l'avenir. Avant, les données signifiaient
Quelle est la valeur de cette cellule dans ma feuille de calcul? Un seul chiffre, comme le rendement de la parcelle 15 en 2020. De plus en plus, les données auront une dimension beaucoup plus élevée. Le vidéo, l'audio, les analyses de ces données par l'IA. Dans 10 ans, vous pourrez voir des mégadonnées personnelles, les mégadonnées pour chaque ferme ou pour chaque abattoir. Des informations non pas au niveau de l'acre ou du mètre carré, mais au niveau de chaque plante. Avons-nous les compétences et l'expertise nécessaires pour traiter et utiliser une telle quantité de données? Nous devrons développer des plateformes qui facilitent le partage des connaissances, des données et les produits agricoles. Le secteur agroalimentaire est truffé de réseaux internes multi-acteurs et de réseaux externes, entreprises technologiques, acteurs de la chaîne d'approvisionnement, etc. Quelle stratégie et structure organisationnelle faut-il développer pour profiter de ces évolutions? Et je passe la parole à Pierre-Olivier. Merci. En fait, il y a autour de 2014-2015, on travaillait sur une étude sur le futur de l'énergie. Et je me rappelle à cette époque-là, donc dans toute étude de prospective, on cherche au début d'un projet, on va chercher à savoir, OK, quel est le futur auquel tout le monde s'attend, puis surtout les experts. Puis évidemment, surtout ceux qui sont en charge des politiques au gouvernement. Et là, ça nous permet, OK, nous autres, ensuite, notre job à Horizon, c'est de voir s'il n'y a pas des scénarios alternatifs à ce futur auquel tout le monde s'attend. Et à ce moment-là, 2015, tout le monde, une bonne majorité des gens s'attendaient à une transition vers le gaz naturel. Donc, on disait, écoutez, on va extraire le gaz naturel, on va le liquéfier, puis ensuite, on va pouvoir l'exporter partout sur la planète, puis bon. Et là, nous autres, on s'était dit, bon, est-ce qu'il y a d'autres formes d'énergie, comme par exemple les énergies renouvelables? Est-ce que vous pensez d'ici 15 ans? Puis tout le monde s'entendait pour dire, ben non, les prix sont vraiment trop élevés, en fait, pour les énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien, et ainsi de suite. Et mon collègue Stéphane, en fait, à l'époque, avait regardé toutes les projections sur les prix des énergies renouvelables de l'Agence internationale de l'énergie pour se rendre compte qu'en réalité, à chaque année, cette agence-là faisait des projections où le prix était beaucoup plus élevé que le prix réel sur les marchés. Puis évidemment, c'était aussi à une époque où la Chine avait décidé de prendre son pouvoir manufacturier pour produire en grande quantité des panneaux solaires. Donc, pour répondre à ta question, Bertrand, en fait, le signal prix, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on commence à voir, en fait, apparaître des articles qui disent que les projets de gaz naturel, finalement, ou du moins le système qu'on avait imaginé où on allait l'exporter, le liquéfier, sont pas nécessairement compétitifs, étant donné la baisse du coût de l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Je regardais en fait le top 10 là, en 2021 des projets d'énergie solaire. Puis évidemment, c'est dans des endroits où ils ont beaucoup de soleil, mais en Arabie Saoudite, ils ont un projet où est-ce que ça va leur coûter 1 sou le kilowattheure. OK? Puis vous en avez une quinzaine à travers le monde où c'est en bas de 2 sous le kilowattheure pour une ferme solaire. Puis pour l'énergie éolienne, c'est en dessous, évidemment, du 5 sous sur la Terre. Puis ça se rapproche, je pense, autour de 5 pour tout ce qui est offshore. Donc, le prix, c'est un signal super important. Et pour nous, étant donné qu'on travaille sur un horizon de 10 à 15 ans, c'est un peu important de savoir est-ce que le prix va, en fait, pour être compétitif dans cet espace-temps-là. Puis un autre exemple, c'est l'énergie de la fusion nucléaire. Je vais vous donner celui-là. On avait également interviewé des experts parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque. On en parle encore aujourd'hui beaucoup, mais tout le monde s'entendait pour dire qu'on n'aurait pas de centrale commerciale de fusion nucléaire avant 2040. Donc, dans cette décennie-là, et il était trop tôt en preuve pour savoir combien ça coûterait. Même si, évidemment, tout le monde, avec l'énergie, la fusion, tout le monde se dit, bon, on va avoir accès à une énergie à très faible coût qui va pouvoir être déployée un peu partout. Donc, le prix, ça en est un, mais il n'y a pas juste ça. Il y a l'encadrement réglementaire. Donc, est-ce qu'il est favorable ou non, par exemple, au déploiement d'une nouvelle technologie? Puis,
Puis un dernier que j'aimerais ajouter, l'acceptation sociale, je crois. Puis cela peut-être plus en lien avec certaines innovations au niveau alimentaire. Donc, par exemple, la culture de viande, donc la viande in vitro, il y a un gros point d'interrogation à savoir si est-ce que les consommateurs vont aimer ou pas, en fait, cette forme de viande. Merci Pierre-Olivier. En fait, pour conclure, parce que je vois qu'on a déjà dépassé un petit peu, mais je vais juste conclure rapidement, en fait, sur cette idée du coût, là, du prix, puis quelque part pour pas finalement apprendre de ce qui s'est passé dans le secteur énergétique. On est tombé récemment dans nos recherches sur une étude par un groupe universitaire sur une analyse technico-économique de différents scénarios de production de viande de culture. Et aujourd'hui, le coût de production, dans le meilleur des cas, se trouve à 170 $170 américains du kilo. Par contre, ils ont fait un sondage auprès d'experts pour leur demander en 2030, en fonction de différentes hypothèses sur le modèle de coût de la production de viande de culture. Et là, selon différents paramètres, le coût de production de la viande de culture en 2030 pourrait se situer, on va dire, autour de 18 $ du kilo, mais pourrait descendre à 6 $ du kilo. Donc, quelque part, cette idée c'est sûr qu'à 170 $, la question commerciale ne se pose pas aujourd'hui, donc il est difficile de tester l'acceptabilité sociale. Mais par contre, à un coût de production on va dire, en dessous de 15 $ du kilo, ça pourrait devenir en fait un produit commercial où se posera probablement plus la question réglementaire et de l'acceptation sociale. Très intéressant. Et 2030, rappelons-nous, c'est dans moins de 8 ans. Donc, c'est quand même demain matin quand on y pense. Donc, en conclusion, eh bien, ce qu'il faut retenir rapidement, eh bien, comme il faut bien le comprendre, et les dernières années nous l'ont rappelé tous ensemble collectivement, je pense qu'il faut s'en souvenir, que les bouleversements inattendus peuvent survenir très vite et de directions multiples. Donc, c'est une réalité à laquelle il faut maintenant s'adapter, que plusieurs moteurs de changement qui sont autour de nous, il faut savoir les identifier, les changements technologiques en sont un en particulier. Et que la simple prévision de dire, bien, je prends aujourd'hui et linéairement, je me projette dans 3 ou 5 ans, ne suffit plus nécessairement pour prendre des décisions éclairées. La prospective comme méthodologie peut être perçue comme étant très complémentaire pour venir enrichir le processus décisionnel et d'analyse des scénarios. Donc, la question qu'il faut se poser en tant qu'organisation, en tant que filière, en tant qu'industrie bioalimentaire au Québec ou au Canada, c'est « sommes-nous prêts » ? Êtes-vous prêt? C'est la question auquel il faut se poser, la question à laquelle il faut réfléchir. Avons-nous bien identifié les moteurs de changement qui peuvent affecter nos activités aujourd'hui et à l'avenir? Est-ce qu'on a identifié des scénarios de futur possibles pour s'adapter? Et surtout, est-ce qu'on a l'agilité nécessaire pour s'adapter à ce qu'on pourrait qualifier comme étant l'improbable? C'est une chose de voir venir, c'est une chose de bien définir, mais avons-nous le courage dans nos processus décisionnels, l'agilité de nos organisations pour changer l'épaule, changer rapidement, tourner comme sur un dissous, comme on dit communément, pour réagir à ça? Je pense que les dernières années nous ont démontré que c'est possible. 2 ans de pandémie, on est en virtuel, on est en hybride présentement. Donc, c'est possible, mais il faut entretenir et enrichir cette capacité parce que ces changements-là sont loin de s'arrêter aujourd'hui. Donc, merci infiniment pour votre attention. Je crois qu'on va être encore disponible pour répondre à des questions en encore quelques minutes, je crois. Merci.